Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue aux Assises de Tours et merci d'être là de bon matin pour cette première conférence, cette première table ronde, cet atelier qui est donc consacré aux médiathèques, aux bibliothèques et au rôle qu'elles peuvent jouer dans l'éducation aux médias et à l'information aujourd'hui en 2025. Donc moi je me présente, je suis Christine Moncla, je suis journaliste à Radio France et je suis chargée des actions d'éducation aux médias pour Radio France et je suis aussi donc membre de l'organisation des Assises du journalisme. Et donc je vais animer cette table ronde qui est pas vraiment ronde, mais on est quand même ensemble. On va former un cercle de réflexion en tout cas. Et donc à mes côtés il y a Valérie Robin, Sophie Massé, Clémentine Brosseau-Dumas et Cyril Désiré, donc qui sont tous les quatre des acteurs de l'éducation aux médias dans les bibliothèques, dans les médiathèques ou en tout cas dans les institutions culturelles, à la fois de la région et de tout le territoire. Et il y a une absente, donc c'est Juliette Panossian, voilà, qui devait représenter la bibliothèque publique d'information, qui est en fait la bibliothèque du Centre Pompidou à Paris et qui mène énormément d'actions en éducation aux médias. Mais Valérie Robin va pouvoir nous en parler puisqu'elle y a travaillé, si j'ai bien lu votre CV. Donc on va essayer aujourd'hui, on a 1h30 ensemble. Si vous avez des questions, justement, on laissera un temps de parole à vos questions. Pour savoir aussi un petit peu pourquoi vous êtes venus, qu'est-ce qui vous intéresse, et peut-être que parmi vous, il y a aussi des gens qui sont déjà acteurs eux-mêmes ou intéressés en tout cas par ces actions, on le souhaite. Et l'objectif de notre discussion de ce matin, c'est de faire un petit état des lieux, on va dire, de ce qui est fait aujourd'hui, même si évidemment on ne pourra pas être exhaustif, mais aussi de voir comment on pourrait dégager des pistes de réflexion pour en fait, rendre encore plus visible ce qui existe déjà. Et il existe énormément de choses qui ne sont pas forcément connues du grand public ou même du public spécialisé, mais aussi de voir quelles sont les pistes qu'on pourrait voir, qu'on pourrait développer pour améliorer ce qui est fait. Voilà, sans oublier la question des moyens qui sera évidemment au cœur aussi de nos discussions et qui n'empêchera pas de réfléchir quand même à tout ce qu'on peut faire. Je vais commencer par donc on va faire un tour de table. Enfin voilà, un tour de table. On va commencer par vous, Valérie et Robin. Donc vous êtes chargée de mission. C'est ça, ça commence bien. Éducation artistique et culturelle, éducation aux médias et à l'information, au ministère de la Culture et plus précisément à la DGMIC, qu'on appelle, c'est la Direction générale des médias et des industries culturelles, donc au ministère de la Culture. Et vous êtes plus particulièrement chargé de toutes ces missions au sein du bureau de la lecture publique. Et moi, j'ai très envie que vous nous disiez justement ce que c'est que l'éducation aux médias sous le prisme de la lecture publique, puisqu'on s'installe dans les médiathèques, les bibliothèques. Je pense que ce serait intéressant. Peut-être dans un premier temps, vous pourriez nous présenter justement les grandes orientations du ministère de la Culture en éducation aux médias. Et donc, en même temps, je me mets sur le site du ministère qui, comme vous le voyez, explique que c'est un engagement prioritaire depuis 2015. Et vous allez nous expliquer tout ça. Merci. On se donne, on va dire, 5 minutes chacun. Et puis ensuite, on serait bien. Merci beaucoup, Christine. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les Assises du journalisme pour cette invitation. Je pense que ça vaut le coup d'être noté. Les bibliothèques sont vraiment maintenant bien inscrites au sein des Assises du journalisme. Il y a le prix EMI Bibliothèque depuis 2 ans. Il y a l'organisation de cette table ronde. Et vraiment, je remercie beaucoup l'association Journalisme et Citoyenneté pour nous donner cette place, donner la place aux bibliothèques dans cette réflexion autour de l'EMI. Alors, le ministère de... Alors, Christine l'a précisé, donc je travaille au sein du département des bibliothèques, au bureau de la lecture publique, au service du livret de la lecture, à la DGMIC. Alors c'est important de le préciser, puisque en effet, au sein de la DGMIC, c'est les industries culturelles et les médias, donc il y a énormément de directions qui travaillent autour de ces questions de l'information, des médias, mais
plus d'un point de vue économique, d'un point de vue des industries, d'un point de vue de la régulation, etc. Et au sein donc du département des bibliothèques, nous sommes plusieurs chargés de mission avec des portefeuilles spécifiques. Très rapidement, si vous êtes un public de bibliothécaires, je ne sais pas, enfin, très rapidement, on soutient les bibliothèques, notamment avec la DGD, la dotation globale de décentralisation, qui permet des constructions, des développements d'informatique, etc. On soutient un certain nombre de programmes d'accompagnement des territoires autour de différentes questions liées au développement de la lecture publique. Et donc sur la question particulière de l'EMI, de l'information, de l'accès à l'information, aux médias, etc. Les bibliothèques, pour nous, sont un des acteurs majeurs, et ça depuis de longues années, avant même peut-être qu'on parle d'EMI. Il nous semble que c'est au cœur des missions des bibliothèques qui favorisent un accès direct, gratuit à toutes et à tous sur tout le territoire. Il y a 15 500 bibliothèques sur le territoire français. C'est un chiffre des plus importants en Europe. Et donc pour nous, c'était vraiment important de poser cette question au sein de notre département, parce que ça nous semble aller de soi. Alors vous l'avez rappelé en effet, donc c'est depuis, il y a eu un premier plan en 2015 qui était d'affirmer un soutien au développement d'actions d'EMI, alors qui à cette époque était très articulé autour de la question des publics jeunes. Je le souligne parce qu'il y a vraiment une modification de ce point de vue-là qui est assez important, qui s'est également amorcée en 2018, quand le plan EMI Bibliothèque en 2018 a été vraiment réaffirmé autour de 3 axes. Donc développer des actions d'EMI pour les publics jeunes, mais également pour tous les publics, professionnaliser et structurer des réseaux d'acteurs. Voilà. Donc très rapidement, c'était un peu les grands axes. Alors, il vous a pas échappé qu'on est dans un environnement très, comment on peut dire, tendu. Merci Christine. Au niveau informationnel, donc en ce sens-là, on sent bien qu'il y a des enjeux démocratiques, des enjeux alors, en tout cas, le ministère se positionne vraiment sur l'idée qu'il faut soutenir, accompagner les citoyens au sens large, donc tous les publics, du plus jeune tout au long de la vie, pour développer des compétences informationnelles. Je mets ce mot-là parce que la question de l'éducation aux médias et de l'information est très, très discutée dans le milieu des bibliothèques, mais pas seulement. Il y a le terme éducation qui renvoie peut-être à une forme assez scolaire, et puis qui cible justement une démarche en direction des plus jeunes et des enfants. Donc voilà, il y a quelque chose autour de cette question. J'ai l'impression d'être un peu brouillon, Christine, non, ça va ? Bon, je suis au fil de l'eau. Voilà, donc les axes de réflexion, en tout cas, c'est vraiment de fédérer les réseaux d'acteurs existants. Ça veut dire les associations de journalistes, ça veut dire tous les éducateurs au sens large qui travaillent sur cette question, les centres sociaux, etc. Et puis, donc, il va y avoir un axe vraiment qu'on souhaiterait développer avec une autre délégation du ministère. Alors, je vais vous dire l'acronyme, la DG2TDC, Délégation générale au territoire, à la transmission et à la démocratie culturelle, qui pilote aussi un certain nombre d'actions autour de l'EMI, notamment le soutien d'énormément d'associations et de journalistes et de partenaires sociaux qui travaillent sur ces questions. Voilà, donc on travaille. Alors voilà, là on est beaucoup plus... Alors, eux ne travaillent pas obligatoirement sur le territoire des bibliothèques. Ils sont vraiment sur un autre levier pour travailler en effet sur un accès et une question d'outillage, de formation des professionnels qui peuvent travailler dans ce contexte-là. Alors peut-être pour vous redire pourquoi, sur quoi le ministère s'appuie notamment, on a pour ça un certain nombre d'établissements publics qui mettent en œuvre les orientations du ministère. Alors, il y a la BNF, avec tout son volet éducatif, atelier, mise à disposition d'un certain nombre de ressources pédagogiques. C'est des expositions, c'est des ressources
qui peuvent être vraiment diffusés, qui sont largement diffusés dans les bibliothèques, sous forme, gratuitement. On s'appuie également sur la BSI, la bibliothèque, bibliothèque de la Cité des Sciences, bibliothèque et des Sciences et de l'Information, je vous prie de m'en excuser, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui, eux, développent en effet également un gros travail d'atelier. Alors là, on est plutôt aussi sur les publics jeunes, comme la BNF d'ailleurs, un gros travail d'atelier, mais également, ils organisent depuis plusieurs années le Printemps de l'Esprit Critique, qui est très ouvert, c'est bien ça. Voilà. Donc le Printemps de l'Esprit Critique, et puis depuis 3 ans, le baromètre de l'Esprit Critique. Et puis, on s'appuie également donc, sur l'ENSIB, l'École nationale des bibliothécaires qui se trouve à Lyon, qui a développé un certain nombre, qui a fait de l'EMI un axe important de sa formation et aussi de la formation continue avec un site dédié que je vous invite vraiment à découvrir, et puis un certain nombre de journées d'études. Et alors, l'ENSIB, ce qui est intéressant, c'est que ça s'adresse aussi bien au public des bibliothèques territoriales que des bibliothèques universitaires. Donc, il y a une articulation qui est intéressante de ce point de vue-là. Et on s'appuie donc, la BPI, donc la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, a dans ses missions nationales la mission d'animer le réseau des bibliothèques de lecture publique sur les questions d'EMI. Donc elle s'appuie sur l'expertise qu'elle a développée depuis plusieurs années avec un certain nombre d'ateliers qui initialement étaient proposés principalement aux collégiens et aux lycéens. Donc ces ateliers ont été construits avec une journaliste et également donc avec un collectif de bibliothécaires. Je ne vais peut-être pas détailler tout de suite l'ensemble des actions de la BPI. Et ces ateliers sont déclinés également dans le cadre d'ateliers numériques. Ça, c'est un axe aussi qui nous intéresse, c'est-à-dire de comment on articule l'EMI numérique, l'EMI CSTI. Voilà, montrer les liens et les articulations qu'il y a dans ces différents champs. La BPI a mis en place un site également dédié à ces questions-là et qui intéresse vraiment directement les bibliothécaires dans le sens où si vous regardez le site de l'ENSIB, le site de la BPI, on n'est pas tout à fait sur les mêmes objectifs, et celui de la BPI vraiment se veut aussi un lieu d'échange de pratiques entre bibliothécaires. Donc il y a vraiment un espace, et d'ailleurs elles vont relancer un appel à contribution, il y a vraiment un espace d'échange de fiches pratiques sur ce qui est mis en œuvre dans les bibliothèques autour de ces questions. Et puis, donc, la BPI a vraiment développé des ateliers en direction des adultes. Voilà, donc on pourra y revenir. Peut-être également donc, vous signaler un programme BNR, Bibliothèque numérique de référence. Je vous prie de m'excuser avec tous ces acronymes. Donc, Bibliothèque numérique de référence, qui est un programme du ministère depuis 2010, qui était un programme d'accompagnement d'aménagement numérique des territoires. Donc, ce sont des programmes pluriannuels avec un soutien financier important pour les territoires qui développent vraiment un programme. Alors, ça passe par un soutien matériel quand les établissements, les bibliothèques veulent s'équiper. Mais il s'agit aussi de construire vraiment un projet autour des questions du numérique. Et on a à peu près, alors là, il y a 65-70 collectivités qui actuellement sont dans le programme BNR. Et on estime à peu près un tiers les programmes où vraiment il y a un volet EMI affirmé, revendiqué comme point central de leur programme BNR. Et on note que tous les récents entrants dans le programme BNR ont systématiquement une réflexion autour de ces questions. Et pour ne pas être trop longue, peut-être signaler, avant de donner la parole, donc signaler qu'ensuite vous avez, puisque c'est le principe aussi des administrations centrales, il y a de la déconcentration, et donc ensuite il y a les DRAC avec un certain nombre d'appels à projets,
notamment autour des résidences journalistes, mais que Cyril pourra vous présenter plus avant pour le... Voilà. Je voudrais juste aussi signaler qu'on voit bien que ces questions traversent de plus en plus l'ensemble des professions et les professions de bibliothécaires, avec le congrès de l'ABF, de l'Association des bibliothécaires de France, qui cette année va travailler sur les questions d'esprit critique. Donc c'est aussi un signe que vraiment on a besoin d'acculturation, d'échange, de partage d'expériences. Voilà, merci. Merci beaucoup Valérie. Et donc effectivement, je vais passer la parole à Cyril Désiré. Donc vous êtes conseiller cinéma audiovisuel et usage numérique à la DRAC Centre Val-de-Loire. Donc la DRAC, c'est la Direction régionale des affaires culturelles. Est-ce que c'est bien ça? Pas du tout. Tout à fait. Si, c'est parfait. Ça. Donc en fait, si, c'est justement ce que disait Valérie sur la déconcentration. C'est les services déconcentrés du ministère de la Culture et qui notamment justement pilotent toutes ces résidences de journalistes en milieu culturel, on va dire, soit en institution culturelle et beaucoup en médiathèque dans les régions. Peut-être vous pouvez justement vous présenter et justement nous présenter un petit peu vos objectifs aussi. Merci. Bien sûr. Cyril Désiré, donc conseiller cinéma audiovisuel et usage numérique, on pourrait dire qu'on n'est pas tout à fait dans l'EMI, dans le rapport au journalisme. C'est un peu des fonctionnements qui sont nés il y a quelques années maintenant. Ça dépend aussi des DRAC, comment elles s'organisent, mais c'est parce qu'on a aussi un fort lien en fait avec le cinéma sur les questions d'enjeux, éducation aux images et d'éducation au journalisme, sachant que je fais bien le distinguo entre les deux, puisque éducation aux images en général est plutôt sur l'aspect artistique. Néanmoins, il y aura peut-être des réflexions à mener en transversalité sur la question des outils utilisés sur l'éducation aux images pour alimenter le journalisme et réciproquement. Je pense qu'il y a des liens à faire. On est surtout sur les usages numériques au niveau de mon rôle de conseiller. Donc forcément, usage numérique, on va sur tout ce qui est utilisation des réseaux sociaux, réflexion sur l'IA actuellement. C'est un gros sujet qui va nous emmener très loin, je pense aussi, au sein des DRAC et des ministères. Et puis en fait, dans mon rôle aussi, il y a l'aspect microfolie, donner un lien sur les microfolies, une microfolie très présente dans les médiathèques, bibliothèques, etc. Et tout le monde sait ce que c'est, les microfolies. J'allais y venir. Oui, okay. Microfolie, c'est un dispositif de la Villette qui consiste à un musée numérique, donc des grandes institutions de France qui proposent des œuvres d'art numérisées, ce qu'on appelle des collections, qui sont une espèce de voyage. Et alors, ça se présente sous forme en gros d'un écran général pour tout le monde, et chacun a une tablette et on peut voyager dans une espèce de film, et avec la tablette on va aller creuser sur une œuvre. Et l'intérêt des microfolies, c'est un outil qui peut être utilisé pour plusieurs choses en fait. On n'est pas obligé de rester sur l'aspect muséal, on peut aller aussi sur l'utilisation. Là dernièrement, il y avait des rencontres microfolie en Centre Val-de-Loire, il y avait des réflexions sur l'accueil d'écoles autour de l'art, mais aussi de films, un peu n'importe quoi. On peut s'amuser à l'alimenter. Donc je pense que ça peut être aussi un outil intéressant à terme pour les EMI. Au niveau de la DRAC, donc nous on vient appliquer les questions du ministère, tout ce que le ministère nous ramène, mais on fait remonter aussi nos besoins, nos envies, et ce que vous, sur le territoire, vous avez envie de mener. On essaie de co-construire quand même ces choses-là. D'ailleurs, je profite pour dire que je salue Meng Chiv, qui est présent parmi nous, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est là-bas, qui est l'assistant gestionnaire qui m'épaule sur ces questions-là. Et puis, c'est assez transversal, la DRAC. On n'est pas sur des aspects... je m'occupe particulièrement de ça, mais je travaille beaucoup avec Michel Prévost-Monori, qui est la conseillère livre et lecture, et notamment bibliothèque. Donc, Michel, qui connaît très très bien aussi le territoire. Donc, si jamais j'ai des problèmes de compréhension, je vois avec Michel, elle m'explique tout vous concernant, surtout les bibliothèques et médiathèques. Et donc nous, sur les aspects Centre Val-de-Loire, et je vais vraiment maintenant me concentrer sur ça, on a deux objectifs, en fait, deux approches actuellement. La première approche, c'est une approche professionnelle,
c'est structurer les acteurs de l'EMI sur le territoire et réfléchir à ce que vous vous connaissiez, à ce que vous travaillez encore en collaboration, qu'on puisse facilement identifier les personnes référentes, les personnes compétentes, le professionnalisme, les structures d'accueil. Et pour ça, Benoît Le Serre, qui m'a précédé sur ce poste, a lancé le principe d'une charte des acteurs de l'EMI pour Centre-Val de Loire, donc qui a été déjà en partie co-rédigée, et maintenant il faut qu'on passe à la phase suivante de diffusion et de signature des acteurs, avec toutes les questions qui ont été menées lors des journées de l'EMI l'an dernier, puisque l'an dernier, donc, ça a été, dans le cadre de cette structuration, l'idée d'organiser chaque année des journées autour de la question de l'EMI, avec tout le monde. Ça s'est passé à Orléans en décembre. On va en réorganiser normalement cette année. On est en train de réfléchir notamment avec le CLEMI, avec Arène, Sorbe, Prévost, comment on va les organiser vraiment. C'est ce qu'on garde 2 jours au même endroit, ou est-ce qu'on va faire 2 journées séparées, plus légères, mais différemment sur le territoire. Voilà, on est en pleine réflexion. Et dans cette structuration de territoire et de professionnalisation, il faut accompagner, on veut accompagner le Club de la Presse, notamment Centre-Val de Loire, qui d'ailleurs est en train de se démener pour obtenir des fonds européens en la matière. Donc ça, c'est... Je salue l'ARCOM qui rentre... Non. Qui reste sur l'ARCOM, qui reste sur le pas de la porte. Et donc... qui est concentré. Et donc, sur cet accompagnement professionnel, donc, c'est de m'arriver à dégager un emploi qui va permettre de structurer, qui va permettre de coordonner tous ces dispositifs et toutes ces réflexions. Et puis après, il y a la partie action, vraiment, et notamment les appels à projets sur le territoire Centre-Val de Loire. Donc, nous n'avons pas encore lancé l'appel à projet. Je sais. Nous sommes en train de le construire parce que nous avons une toute petite difficulté actuellement, c'est que nous n'avons toujours pas nos notifications financières, donc on n'a pas encore de visibilité réellement sur qu'est-ce qu'on va pouvoir engager comment. Néanmoins, non, mais moi-même, voilà, personne ne les a, c'est ça. Je crois que c'est encore au niveau du secret, c'est ça. C'est resté... Ah, il vient jeudi, il faudra la taquiner là-dessus. Et donc, l'idée de cet appel à... Ah oui, donc on n'a pas d'argent, on ne sait pas où on va. Néanmoins, je suis en train de tout faire au niveau de la DRAC pour qu'on maintienne le financement des EMI à part égale, enfin, ce qui a été fait en 2024, parce que, et en allant rogner peut-être ailleurs, parce qu'il va falloir rogner, ça c'est sûr. Mais en essayant de protéger vraiment les aspects de l'EMI, parce que, comme on l'a dit dès le début, c'est un enjeu très important et qu'on peut facilement défendre cet enjeu, je pense, actuellement. Et donc, dans cet appel à projet qu'on va lancer incessamment sous peu, on est dans l'idée d'avoir un appel à projet sur 2 volets. Un volet sur la résidence de journalistes, qui nous semble vraiment important, puis qui est une volonté du ministère aussi. Alors, dans l'idéal, ce serait d'avoir une résidence de journalistes par département, dans l'idéal. Maintenant, on verra qui est en capacité de le porter, comment, et on verra avec l'appel à projet. Et puis une autre partie qui est plutôt sur les actions, donc, qui va être similaire à celui qui a été lancé l'an dernier comme appel à projet. Donc les actions aussi bien dans les écoles que dans les bibliothèques, médiathèques, bien entendu. Jusqu'à présent, on était sur un aspect aussi très jeune public et s'intéresser avant tout à la jeunesse, c'était nécessaire. On va garder cette part-là, mais moi j'aimerais bien qu'on aille ouvrir un peu plus ces appels EMI pour aller sur un public plus senior, même, ne pas hésiter. D'une part parce que c'est un public qui peut être assez actif, notamment sur les questions de vote, les questions électorales, on va dire. Et puis surtout parce que c'est un public qui, mine de rien, peut facilement se faire avoir aussi. On parle beaucoup des boomer traps, mais il y a une réflexion à mener aussi sur cette question-là, fortement avec tous les publics. Donc voilà, essayer de croiser un maximum de publics.
Donc voilà, l'appel à projet est incessamment sous peu. J'en profite pour dire aussi, puisque j'ai ça, et très vite, nous avons aussi en DRAC une déconcentration maintenant du Fonds de soutien média d'information sociale de proximité. Et c'est nous qui allons donc l'instruire. Et là, l'appel à projet va bientôt démarrer. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, Meng, tu me corrigeras, le 17 mars, l'appel à projet va être lancé. Candidature jusqu'en fin avril. Et on instruira ensuite ces dossiers de fonds de soutien aux médias en interne à la DRAC, avec l'appui du ministère. Enfin voilà, on va construire ça. On a eu les informations il y a vendredi, voilà. Les informations jeudi, donc ça y est. Celui-là avance. On a à peu près l'enveloppe. Voilà. Merci beaucoup Cyril. Donc on a bien noté que pour l'instant on n'a pas de visibilité du tout sur les budgets et les caps. Et ça c'est vraiment le point qu'on va aborder après la fin de la présentation. Donc je vais me tourner maintenant vers Clémentine. Donc Clémentine Brosso-Dumas, qui est référente éducation média et à l'information à la médiathèque départementale du Loir-et-Cher, qui est basée cette fois à Blois. Et justement, vous aussi, un de vos objectifs, c'est de développer l'EMI pour les adultes, la formation des personnels aussi. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement aussi quelles sont les actions et les axes en essayant d'être complémentaires? Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, référente EMI à la médiathèque départementale de Loir-et-Cher. Nous, on fait de l'EMI depuis 2019. On a participé au kit EMI de Bibliothèques sans frontières, qui n'a pas été cité, qui est vraiment un super outil de ressources pédagogiques. On était dans les bibliothèques qui ont participé avec eux. Et je suis vraiment référente EMI depuis 2021. Et on a d'abord mener des animations, des actions un peu ponctuelles en bibliothèque. On a eu une résidence de journaliste avec Valérie Roard, étalée sur une année avec 3 journées de temps fort dans des bibliothèques, donc à destination des scolaires. Et là, cette année, notre gros projet, c'est avec le Collège de Saint-Aignan, la Bibliothèque de Saint-Aignan. Alors, je ne sais pas si vous situez Saint-Aignan, mais voilà, c'est une commune dans le Loir-et-Cher d'environ 3000 habitants. Et la radio locale qui est basée à Blois, Studio Zef. Voilà, et nous. Et donc, du coup, c'est une classe de 4e qui vient, on va faire 5 ateliers, là, à peu près, qui vient une après-midi à chaque fois à la bibliothèque de Saint-Aignan. Donc, on les fait sortir du collège, on les emmène à la bibliothèque de Saint-Aignan. Et l'animatrice de Studio Zef vient faire un atelier. Et en fait, l'idée, c'est que la classe va enregistrer une émission de radio, donc le 5 juin. Et qui sera ensuite diffusé normalement 15 jours après. On voudrait que ça soit avant la fin de l'année scolaire, avant fin juin, et normalement avec une diffusion ensuite dans le collège avec les partenaires. Enfin voilà. Donc voilà, donc ça c'est notre gros projet. Donc là ils sont en ce moment en train de faire des interviews ou des micro-trottoirs ou des chroniques. Enfin voilà, j'ai le prochain jeudi prochain, donc ils sont en train de se préparer. Ils sont hyper partants en pensant que c'est un projet qui a été imposé à la classe. Ça c'est le petit problème des plannings. Nous on a commencé à voir ce projet en juin de l'année dernière. Donc ça a commencé en octobre et finalement on a désigné une classe de 4e pour faire ce projet. Donc c'est pas forcément le choix des élèves, donc on avait un petit peu peur de la réception, quoi, et finalement ça se passe plutôt bien. Donc voilà, donc c'est vrai que pour le moment nos projets ont beaucoup été scolaires et on cherche effectivement beaucoup à se diriger vers le public adulte parce que effectivement je pense que l'éducation média l'information ne concerne absolument pas que les jeunes, loin de là. Et donc là on a un projet qui normalement devrait se faire avec Bibliothèques sans frontières, qui est un projet européen. Et on sera une des bibliothèques tests. Donc normalement, ça sera France et Italie, si j'ai bien compris. Et donc, on va servir de test. Et Bibliothèques sans frontières va venir sur notre réseau de bibliothèques. Donc on a 120 bibliothèques dans notre réseau, nous, en Loir-et-Cher, de différentes tailles, salariés, bénévoles. Voilà, on a tous les types de structures. Et donc, ils vont venir un petit peu recenser les besoins des bibliothèques, voir notamment où il y a des petits points d'accroche, notamment vers le public adulte, pour faire des ateliers EMI. Et l'idée, c'est que Bibliothèques sans frontières va ensuite proposer un kit finalement pédagogique avec, nous, on a demandé avec l'idée de formation délocalisée vraiment pour un petit réseau test de bibliothèques sur notre territoire, donc peut-être, je sais pas, entre 5 et 10 bibliothèques, peut-être pas plus, et qui seront ensuite accompagnés d'animations sur le territoire, au début en co-animation avec Bibliothèques sans frontières, avec l'idée, et nous c'est toujours notre
principal objectif en bibliothèque départementale, c'est que les bibliothèques se saisissent ensuite de nos projets et qu'ils soient indépendants et qu'on n'ait plus forcément besoin de venir co-animer avec eux des ateliers EMI. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on serait plutôt parti pour faire des animations adultes. Donc voilà. Après, c'est vrai aussi, moi je me pose souvent la question, j'ai fait quelques ateliers donc, avec un public pas captif, donc c'est-à-dire le samedi matin en bibliothèque à 10h, et ben, on verra bien qui viendra. Des fois c'est des adolescents, des fois c'est des familles, on ne sait pas. À chaque fois j'ai eu des adolescents. Bon, je garde espoir qu'un jour les parents restent. Non mais moi je fais autour des jeux. J'amène des jeux autour de l'éducation aux médias parce que je trouve que capter un public pas captif sur l'éducation aux médias et à l'information en bibliothèque, c'est encore une autre démarche. C'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'arriver un samedi matin en disant « Bonjour, je vais vous parler d'éducation aux médias et à l'information », sans le biais ludique, je vous souhaite franchement du courage. Donc moi, j'utilise des jeux. J'utilise le jeu 36 heures à la rédac, que vous connaissez peut-être, qui est vraiment une super approche et je trouve qu'il marche assez bien avec les adultes et les plus jeunes. Donc voilà, après il y a aussi des ressources, il y a Médiasphère de Canopée, enfin voilà, il y a pas mal de jeux, il y a des petits jeux aussi qui ont été faits par France Info sur les fake news. Bon, c'est des jeux de questions info atox, hein, mais après on peut, si on est un petit peu motivé, essayer d'élaborer un jeu un peu plus grand autour de ça. Enfin voilà, moi je trouve que l'aspect ludique c'est aussi une bonne approche pour amener le public adulte à l'éducation aux médias et à l'information. Merci beaucoup Clémentine, en effet. Et c'est vrai que c'est intéressant. Il y a aussi dans la salle des personnes que je vois qui développent beaucoup d'ateliers et des jeux et des tas de méthodologies. Donc c'est vrai que c'est important de réfléchir à la manière de faire. On ne peut pas s'adresser voilà, à un public non captif. J'aime bien cette expression. Le public captif et non captif. C'est le terme en bibliothèque. Il y a les publics empêchés, ils sont très captifs et on y arrive très bien. Il y a les publics captifs et puis les publics non captifs. On va terminer donc ce tour de table avec vous, Sophie Massé. Donc il nous reste 1 heure de discussion ensemble. Juste, donc Sophie est la lauréate l'année dernière du prix EMI en bibliothèque et en médiathèque pour un super projet, une super action qui avait été menée avec la médiathèque de Colombelles, donc dans le Calvados. Donc elle nous vient de Normandie et qui avait été justement un projet très polymorphe. Sur plusieurs médiathèques avec beaucoup de volets d'action différents, etc., qui avaient enchanté le jury. Ça s'appelait Hémisphère, Pixels citoyens et sagesse numérique, et que vous aviez fait avec Timothy Duquesne, qui est formateur intervenant d'éducation média dans cette région de Normandie, et également permaculteur de pixels. Si jamais ça vous intéresse d'aller chercher des informations sur lui, vous allez sur l'avenir des pixels. L'avenir des pixels et vous allez avoir tout. Sophie, peut-être vous nous présentez rapidement. Donc maintenant, vous êtes à la médiathèque d'Hérouville-Saint-Clair, peu importe. Enfin, non, pas peu importe, pas pour vous, mais pour notre table ronde. Mais du coup, vous avez envie de continuer à développer justement ces actions en réseau, en fédération. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots quel était le projet et qu'est-ce que ça vous a apporté de gagner l'année dernière au-delà de remporter le chèque? Merci. Pardon. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis ravie de revenir cette année aux Assises internationales du journalisme de Tours, puisque l'année dernière, je présentais donc la saison 3 de notre projet Hémisphère Pixels citoyens sagesse numérique. Donc il y a une saison 4 qui se déroule donc cette année. Pour remettre un petit peu dans le contexte, j'ai pris la direction de la bibliothèque de Colombelles en 2020, au moment de la réouverture après le Covid. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que les théories conspirationnistes avaient beaucoup circulé. Colombelles, c'est une ville de 7000 habitants qui touche Caen, qui a été jusqu'à janvier 2024 quartier prioritaire de la ville. Donc des personnes éloignées de l'emploi, dans des situations assez précaires, de la jeunesse en difficulté scolaire, problème de mobilité. Enfin, voilà le contexte de la ville. Et
quand je suis arrivée, donc, j'avais aussi comme mission de réécrire le projet d'établissement. Donc évidemment, comme beaucoup d'entre vous ici, certainement, on a vu la fragilisation des démocraties due à la multiplication des discours de haine, à la désinformation. On fait que chacun croit ce qu'il veut parce qu'ils l'ont vu dans leur fil, etc. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur d'apporter ma pierre à ce problème. Et donc, dans notre projet d'établissement, on avait établi que la bibliothèque devenait... un des objectifs était que la bibliothèque soit une fabrique de citoyens. Et d'où ce projet d'EMI que j'ai monté donc avec Timothy Duquesne, qui se définit comme un permaculteur de pixels, et parce que le deuxième objectif de notre projet d'établissement, c'était que la bibliothèque passe d'une bibliothèque classique à une bibliothèque d'expérience. Et c'est vrai que ce travail tous les deux était vraiment une expérience, puisque Timothy ne travaille pas en bibliothèque, mais il fait vraiment de la veille, et il avait un carnet d'adresses assez impressionnant qui a permis qu'on invite des gens que j'aurais jamais osé aborder sans lui. Donc c'était vraiment un atout. Donc je rejoins un peu tout ce qui a été dit sur les objectifs du ministère, de la volonté d'accompagner les citoyens, de favoriser l'égalité des chances. Et donc ce projet, c'était vraiment en direction des adultes. Et on a la chance sur Colombelle d'avoir une microfolie. Et donc c'est donc la deuxième structure culturelle de la ville. Et donc c'était aussi un projet microfolie bibliothèque. Donc l'objectif de notre projet, donc, c'était d'aborder les différents enjeux liés aux médias, à l'information, au numérique, avec différents formats. Et donc, on avait à la fois des projections, puisque effectivement, le cinéma, par les films documentaires, nous permet d'aborder des thématiques sociales, des thématiques environnementales, et donc d'inviter à chaque fois un scénariste ou un auteur en lien avec le film permettait d'aborder ces questions-là. On a mis en place aussi beaucoup d'ateliers, puisqu'on se disait que d'apprendre en faisant, c'était ce qui avait le plus d'impact. Donc on a eu des ateliers podcast, des ateliers table ronde. Là, je vous parle des 4 saisons, je ne vous parle pas seulement de la saison 3 pour laquelle on a été lauréat l'année dernière, mais c'est vraiment un projet en résonance sur les 4 saisons. On retrouve les mêmes thématiques, où on retrouve certains intervenants. L'idée, c'est que ça se réponde et que ça s'inscrive aussi vraiment dans le projet, dans le programme d'action culturelle de la bibliothèque. Nous, on touchait donc des publics non captifs. C'était vraiment notre objectif. On fait d'autres projets avec les scolaires, d'autres projets avec les seniors, etc. Mais le projet d'éducation aux médias, c'est vraiment le souhait de toucher le tout public. Donc notre programme s'inscrit dans notre programmation culturelle. On a eu aussi donc des rencontres d'auteurs. Et comme pour nous, la bibliothèque, c'est aussi un lieu de création de ressources. À chaque événement, on interviewait la personne invitée, et toutes les ressources sont accessibles. Si vous allez sur le site L'Avenir des Pixels, vous avez donc toutes les interviews qui sont accessibles, parce que ce qu'on souhaitait, c'était évidemment que ça profite à tous et que ce soit des ressources intemporelles. Et donc aussi pour chaque rencontre, Timothy fait un travail de veille et met toutes les ressources complémentaires. Donc voilà, ça c'est le prochain rendez-vous, c'est vendredi prochain. On invite... je n'invite plus, puisque je ne suis plus dans cette bibliothèque, mais voilà. Pauline Ferrari, avec son livre autour du masculinisme. Et donc,
voilà, il y a les ressources complémentaires et après la rencontre, vous pourrez avoir l'interview donnée par Timothy. Et en plus, là, c'était hier, je crois, il y a eu une émission de radio qui a été enregistrée. Donc, vous pourrez réécouter l'émission de radio par la suite. Juste pour dire l'impact que ça a eu, ce prix. Déjà, une grande fierté pour l'équipe aussi, parce que quand on est responsable d'une bibliothèque, il faut évidemment que ce genre de projet soit partagé. On ne peut pas le faire tout seul dans son coin. Alors j'avais la chance d'avoir une équipe très enthousiaste et très volontaire et très, très professionnelle, mais ça a permis de renforcer le fait qu'on allait dans le bon sens. Évidemment, grande fierté des élus qui, du coup, ont choisi de nous soutenir davantage sur notre projet d'éducation aux médias. Financièrement, oui. Et puis, il y a eu quand même des retombées dans la presse et qui faisaient que la saison 4 a été beaucoup plus attendue et que donc on touchait notre public habituel, mais aussi le public environnant. Donc on est sur une communauté urbaine de Caen-la-Mer, donc on a drainé d'autres publics. Ce projet n'a pas pu se faire sans le soutien de la DRAC. J'avais répondu à des appels à projets EMI de la DRAC. Et comme il y avait une partie senior, j'ai répondu à un appel à projet de la conférence des financeurs qui soutient les projets pour favoriser l'autonomie des seniors. Et donc, par exemple, il y a eu un podcast intergénérationnel, création d'un podcast autour de comment s'informer et enregistrement d'une émission de radio avec Guy Birenbaum et Simon Louvet autour de la thématique des résistants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, comme tu disais, c'est un projet très multiforme, mais voilà, avec le souhait de croiser les publics et de toucher le plus largement possible. Là, j'ai plus les chiffres en tête, mais toutes nos rencontres, on avait la jauge pleine. Alors notre jauge, c'est 50 personnes. C'était une petite bibliothèque, mais vraiment les rencontres permettaient de drainer vraiment beaucoup de gens. Et les ateliers, on faisait vraiment plus attention à ce que ce soit notre public, le public de Colombelle, qui soit particulièrement touché. Et comme c'est une bibliothèque de proximité, c'est un vrai lieu de vie. Donc on connaît bien le public et donc on peut les inviter personnellement presque. Et donc ça a un impact très très fort. Merci beaucoup. Donc on a fini cette présentation. On en a parlé en filigrane à chaque fois. Avant de parler peut-être de réfléchir à comment, par exemple, Timothy Duquesne nous invitait à réfléchir, il n'est pas pu venir aujourd'hui, mais à nos capacités de résilience informationnelle et qu'est-ce que les médiathèques, les bibliothèques peuvent jouer comme rôle aujourd'hui là-dedans. J'aimerais quand même qu'on parle du nerf de la guerre, donc ce budget, ce pass culture dont la part collective a fondu et qui a impacté énormément. On a entendu beaucoup parler des scolaires dans les médias en général, mais un peu moins justement de l'impact dans les bibliothèques. Par exemple, Timothy Duquesne, aujourd'hui, beaucoup de ses projets se sont effondrés à cause de ça. J'imagine que dans la salle, ça doit être aussi... il doit y avoir plusieurs personnes qui sont concernées par cette question de cette perte soudaine de budget. Et vous-même, acteur culturel de premier plan, on voit bien que vous êtes vous-même, on va dire, pour parler gentiment, dans l'embarras. Avec un cap flou, des incertitudes sur le budget. Alors, justement, comment on fait ? Je me tourne, c'est vrai, vers vous, Valérie. Je sais que vous n'y êtes pour rien.
mais c'est vous qui êtes là pour le ministère de la Culture. Et non, mais je sais, mais je vois que vous-même, vous êtes vraiment... Et tout le monde a à cœur de porter tous ces projets. Et alors, c'est à la fois une priorité, et à la fois, dans les faits, ça fait partie des budgets qui sont réduits. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des leviers? Alors, peut-être. Alors, je vais pas vous dire qu'on peut faire sans moyens. On n'a pas une visibilité, en effet, à ce jour, mais il y a des budgets qui vont rester. Peut-être ce que je voudrais redire en termes de levier, je trouve que l'exemple de Colombelle est intéressant de ce point de vue-là, parce que il me semble que pour les bibliothèques sont vraiment inscrites dans un écosystème territorial. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'elles ont une grande pratique de mettre à disposition un certain nombre d'informations, de médias, d'accueillir toute personne qui souhaite entrer dans une bibliothèque, d'aller aussi dans d'autres lieux. C'est-à-dire que les médiathèques sont dans un écosystème territorial et aussi ont une grande pratique du réseau de partenaires, ont une grande pratique de travailler avec d'autres professions, d'être dans de l'échange de compétences professionnelles. C'est-à-dire qu'à l'échelle, vous l'expliquez bien, hein, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'un territoire, on va travailler avec l'école, avec le centre social, avec le service jeunesse, avec l'association, avec la radio associative, etc. Bon, donc quand je dis ça, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que quand même, il y a des pratiques qui sont vraiment vertueuses et puis intégrées vraiment dans le fonctionnement des bibliothèques. Et que ça, c'est vraiment pour moi un levier essentiel et très important autour de ces questions. Après, je pense aussi qu'il faut que l'on se détache un petit peu de cette notion de éducation média et à l'information. Moi, j'aime bien rajouter aussi et à la liberté d'expression. Oui, non, mais c'est pour dire que... Alors, Émile, mais c'est-à-dire que, par exemple, c'est-à-dire que je pense que quand on fait une présentation de la presse qui est mise à disposition du public, c'est une façon de faire de l'EMI. C'est-à-dire que le bibliothécaire, à ce moment-là, ne va pas se dire « Ah, je suis en train de faire de l'EMI ». Mais il va dire quelque chose de ce média à ce moment-là. Et il va participer du développement de compétences du public qu'il aura en face de lui. La collègue évoquait aussi le jeu. Enfin, voilà. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de pratiques qui, même si elles ne sont pas estampillées, mais il y a un certain nombre de pratiques des bibliothécaires qui relèvent, me semble-t-il, de ce travail. Oui, intrinsèquement au travail des bibliothéques, bien sûr. De consultation de l'information. De consultation de l'information, de l'ouverture à l'esprit critique, de l'ouverture à l'autre. Enfin, voilà, et tout ça, me semble-t-il, participe de ce travail-là. Je pense qu'effectivement, malheureusement, Timothy n'est pas là, mais c'est vrai que cet exemple de ce qui se passe dans cette région de Normandie est assez... intéressante en termes justement de ce réseau, de cette fédération et de cette densification plutôt que cette mutualisation. Peut-être, c'est important, les mots ont un sens. Donc, éducation aux médias, à l'information, on voit que peut-être on a plus envie de parler de compétences informationnelles. Comme ça permet plus peut-être d'englober les bibliothèques, les médiathèques et de sortir d'une image ou en tout cas d'une appréhension qu'on pourrait avoir de scolaire de l'éducation aux médias. Mais aussi par rapport à ce travail en réseau. Donc vous avez dit 15 500 bibliothèques sur le territoire, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a au moins une... C'est le premier équipement culturel en France, les bibliothèques. C'est énorme, et c'est vrai que c'est une richesse gratuite, effectivement accessible à tous, avec une richesse de ressources quand même assez incroyable. Et en plus, avec toute la numérisation maintenant, c'est presque infini. Donc ça vaut quand même le coup de le souligner. Mais c'est vrai que parler de mutualisation,
vu qu'on est en période de restriction budgétaire, moi personnellement, mutualisation, ça m'invoque aussi réduire les moyens. Donc, je sais pas, ça m'évoque aussi ça. Donc, je trouve qu'on pourrait plus parler de. Je voyais ça dans un article, je sais plus, de ce petit livre qui est très intéressant d'ailleurs, que je sais pas si vous l'avez déjà lu, mais qui est un petit manuel critique d'éducation aux médias, qui a été fait par un collectif, le collectif La Friche et du Média, de densification des actions. Je trouve que c'est plus intéressant, densification des actions, ça donne bien. Je trouve que cet exemple de Colombelle donne bien aussi l'image de ça, c'est-à-dire que là, ils se sont mis à plusieurs et ils font quelque chose d'hyper dense sur un territoire avec des petites communes, avec des petits moyens. En fait, vous arrivez à avoir un impact quand même assez fort. Et là, d'ailleurs, donc vous êtes plus sur ce territoire proprement dit, mais justement, il y a un nouveau festival qui s'appelle Média Décrypte, là, qui a été lancé la semaine dernière, qui va concerner 7 médiathèques de ce même territoire. Et c'est vrai que c'est cet exemple-là, peut-être, qui pourrait être intéressant à être décliné. Et je ne sais pas si vous, peut-être, Cyril, dans vos appels à projets, vous êtes en train de les rédiger. Alors, je sais que vous n'avez pas le budget, vous n'avez pas le cap, mais peut-être, est-ce que ça, c'est des modèles un peu inspirants pour vous et qui peuvent justement vous aider à rédiger? Complètement. On serait bête de rédiger quelque chose ex nihilo sans réfléchir à ce que les acteurs du territoire peuvent apporter comme expertise et compétences. Je pense que nous avons, une vision et des choses en drac, mais évidemment que vous, sur le territoire, vous avez une connaissance plus fine à la fois du territoire des publics, parce que faut pas oublier, il faut aussi partir de ce qui est existant dans les communes, dans les villages, et puis même dans les métropoles ou agglomérations. Mais ensuite, il y a aussi vos compétences qui sont à valoriser, à prendre en compte, les outils que vous utilisez. Moi, je suis très intéressé par l'aspect jeu, justement, ludique. Pourquoi pas aller aussi réfléchir au serious game dans le domaine du numérique. Voilà, ça existe aussi, il y a pas mal de points là-dessus. Je pense qu'il faut décloisonner au maximum. Il ne faut pas rester sur une approche déjà purement éducation nationale. Je pense qu'on ne peut pas non plus faire tout porter à l'éducation nationale dans la matière de EMI, certainement pas. Comme je l'ai dit dans notre appel à projet, moi j'ai envie d'avoir une vraie sensibilité sur la pluralité des publics. C'est de ne pas rester sur le public jeune seulement, mais l'ouvrir à toutes les tranches d'âge. Je fais un peu le parallèle avec le cinéma, parce que c'est mes habitudes de travail, mais en cinéma, on a un angle mort des publics en réalité qui est les 25-45 ans. C'est-à-dire des personnes qui sont en progression sociale forte, professionnelle, et puis souvent qui ont des enfants et qui disparaissent des salles jusqu'à ce que les enfants soient en âge de revenir au cinéma. Donc là, on a tout un angle de mort des publics, donc qu'il faut aussi aller chercher. Et puis évidemment, les publics seniors qui sont peut-être plus vulnérables qu'on ne le croit aussi, et qu'il faut accompagner sur de la compréhension, sur de la prise de distance. Et on l'a dit au début, j'en ai un tout petit peu parlé. C'est vrai que l'IA arrive avec des très gros sabots, pour l'instant j'appelle ça des gros sabots, dans notre environnement quotidien, numérique. Il ne faut pas croire qu'au ministère on n'est que en réaction, on est en réflexion actuellement, en travail interne. On a un travail d'acculturation notamment des agents et des structures, d'apprendre qu'est-ce que l'IA, comment elle fonctionne, que ce soit les IA génératives mais pas seulement. On parle beaucoup des IA, mais sous les formes des IA génératives, mais il y a toutes les autres formes, notamment techniques. Et puis après, une fois qu'on aura cette acculturation de fait, comment on y réagit, comment on utilise ces outils. Mais bon, on ne va pas aller non plus sur l'IA si on ouvre encore un débat plus important. Non, mais c'est intéressant, d'autant que c'est le sujet de la table ronde d'à côté, donc on ne va pas faire fuir le public. Mais cette question de la formation, c'est hyper intéressant. Vous, Clémentine, aussi, c'est un axe que vous avez envie de développer. Comment, justement, on peut aujourd'hui, en médiathèque, en bibliothèque, se passer de compétences numériques poussées pour les agents? Alors, la question de la formation à l'EMI en bibliothèque. Autre atelier. Oui, parce qu'en médiathèque départementale ou en bibliothèque municipale, on est une collectivité territoriale. Donc notre organisme de formation, c'est le CNFPT. Pas un choix fou sur l'EMI. C'est encore un acronyme, c'est Centre national, Centre national de formation de la fonction publique territoriale. De la fonction publique territoriale.
Ouais. Et donc c'est ouvert à tous les agents territoriaux de tous les services. Donc voilà, c'est pas que des formations sur la bibliothèque. Et sur le MI, moi j'ai trouvé une demi-journée. Enfin voilà, il y a un petit truc, une petite visio et tout, mais c'est vraiment pas énorme. Et effectivement, la formation, elle est. Alors après, moi j'ai pas fait de formation bibliothécaire, je suis un peu arrivée sur le tard, mais je suis pas sûre qu'elle soit énorme. La formation sur le MI. Qui est-ce qui s'occupe de ce centre de formation des agents de la fonction publique territoriale? Oui. Alors je vais passer la parole 2 secondes à Bettina Lioret, qui est journaliste et qui est là, il se trouve qu'on se connaît. On travaille dans la même maison Radio France et qui anime depuis très longtemps des ateliers d'éducation aux médias. Je ne sais pas si on a le droit d'intervenir ou si c'est... J'allais passer la parole au public. Ouais. Non, c'est juste pour dire que... Ouais. Moi, je suis intervenue dans 20 bibliothèques départementales pour faire 1 à 2 journées de formation d'éducation aux médias sans passer par le CNFPT, parce que je ne savais même pas que ça existait, pour être totalement franche. J'ai découvert ça il y a quelques temps. Et du coup, on fait... ce que je propose, c'est... formation basique à ce que c'est que l'éducation aux médias, et puis, si possible, former à la mise en place d'ateliers pratiques d'éducation aux médias dans les bibliothèques. Et j'insiste aussi, moi, sur l'économie des réseaux sociaux, parce que je trouve qu'on peut mal comprendre les enjeux de la désinformation sans comprendre l'économie des réseaux sociaux, c'est-à-dire la revente de nos données personnelles et la publicité ciblée. Voilà. Et donc, voilà, moi, je trouve que ça, c'est important de le souligner. Mais en tout cas, il y a des formations dans les bibliothèques départementales. Ah bah oui, du coup, je suis en bibliothèque départementale, donc j'allais revenir dessus. Effectivement, on propose des formations. On en a fait, nous aussi, on a fait plusieurs fois 2 journées sur le MI et tout. Après, soyons très clairs, les agents territoriaux, quand même, pour venir en formation, il faut qu'ils aient l'accord de leur hiérarchie. Il faut qu'ils puissent venir 2 jours en formation. Si on a des ouvertures au public, si on parle d'une grande équipe, voilà, on est une grande équipe de 4-5, c'est facile. Moi, j'ai des bibliothèques sur mon réseau où il y a 1 salarié. Donc, si les bénévoles ne peuvent pas venir prendre le relais pour faire l'ouverture au public, ils ne peuvent pas venir sur les 2 jours de formation. Donc ça, je trouve que c'est quand même vraiment important de le rappeler. Et par exemple, moi, je suis référente EMI en bibliothèque départementale. J'ai une chance inouïe, c'est-à-dire que dans ma fiche de poste, j'ai 20% de mon temps de travail qui est dédié à ça. C'est vraiment pas le cas de tous les collègues, ni en bibliothèque départementale, ni en bibliothèque municipale. Donc dans les moyens, il y a aussi le temps dédié à ces missions-là, et qui sont quand même, je trouve, pas des missions où on peut faire ça un peu à la va-vite, entre guillemets. Enfin voilà, ça demande un temps de préparation, ça demande de se former, ça demande d'être en formation en plus un peu continue, notamment sur lire. Enfin, je trouve que l'EMI, voilà, c'est une formation. On est toujours en formation continue, mais je veux dire, c'est vraiment, c'est vraiment une formation continue. Et donc il y a ces moyens-là. On va dire humain, de temps, et voilà. Et effectivement, après, il y a les moyens financiers, de pouvoir porter un projet ou d'aller en formation payante. Il y a aussi des formations qui sont très intéressantes dans des organismes. Par exemple, si on va à l'ENSIB, vraiment, je fais le pratico-pratique, mais si on veut demander à aller à l'ENSIB, ça demande d'avoir 2 jours. L'ENSIB, c'est l'école nationale de formation des bibliothécaires. Voilà. Enfin, c'est pas l'acronyme, c'est pas ça, mais c'est ça. C'est l'école nationale. Ouais, c'est l'école nationale. Non, mais du coup, par rapport à la problématique de la formation, effectivement, c'est vrai que c'est parfois compliqué. C'est un domaine qui demande quand même des compétences, du temps. Et c'est aussi pour ça que moi, je me suis alliée à Timothy Duquesne, qui, lui, est vraiment spécialisé dans cette démarche-là, et que moi, toute seule, je n'aurais jamais pu monter ce programme d'envergure. Mais aussi de travailler avec un intervenant extérieur, comme ça demande des moyens. Là, j'ai un très gros soutien de la DRAC. Très, très gros. Non, c'est un projet EMI. Ouais. Et toi, Bettina, quand tu as fait ces formations, c'était pas le Pass Culture, c'était... Non, c'est les bibliothèques départementales. Ouais, en fait, on a des budgets de formation et on paye des intervenants extérieurs pour la plupart de nos formations. Donc après, il y a un budget qui est dédié. Enfin, c'est différent entre chaque bibliothèque départementale. C'est chaque département qui fixe le budget, mais voilà. Donc oui. La formation BIPDOC permet effectivement de travailler sur l'EMI qui a été proposé à un moment donné. La formation, on n'a pas entendu. BIPDOC. Ok,
Je connais. C'est en ligne, vous voulez dire? En fait, il manque quand même un outil national, j'ai l'impression, dans ce que vous dites, qui puisse être peut-être accessible à tous, et qui soit adapté au personnel, aux agents des bibliothèques, des médiathèques, dans le sens où ils accueillent du public, un public qui est donc tout public, non captif, et qui doivent être à même à la fois de pouvoir effectivement transmettre les compétences informationnelles dans le cadre de la promotion de la presse et des médias et de l'information, mais aussi de pouvoir répondre à toutes ces questions de désinformation. Et il manque en fait cet outil peut-être à l'échelle nationale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les uns les autres. Les bibliothèques territoriales ne relèvent pas de la tutelle du ministère de la Culture, puisque ce sont des bibliothèques territoriales. Voilà, donc vous vous relevez de quoi? De département, conseil département départemental de Loir-et-Cher. Donc, conseil départemental. Donc il y aurait pas moyen. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen quand même à un moment de se mettre d'accord, de parler ensemble, de se dire, parce qu'à un moment il était question de faire une sorte de délégation interministérielle à l'éducation aux médias. Ça avait été dans les tuyaux au moment des États généraux de l'information et tout ça. On avait plusieurs candidats et candidates qui étaient chauds pour y aller. Bon, finalement, ça n'existe pas. Les États généraux de l'information ont dit qu'il fallait vraiment faire de l'éducation aux médias et à l'information une priorité. Et, on y va, mais on n'a pas les moyens. Et c'est vrai qu'on voit que le ministère de l'Éducation nationale porte le Clémy, qui n'a pas de moyens. Le ministère de la Culture, du coup, porte toutes les résidences et tous les soutiens envoie en région, en tout cas, et du coup, au niveau national, avec tout ce que vous nous avez présenté tout à l'heure. Il y a d'autres ministères qui sont engagés, celui de l'agriculture, il y en a plusieurs qui sont engagés. Il y a comment? L'ESR. Oui, l'enseignement supérieur à la recherche aussi, mais en fait, tout est quand même, on disait, décloisonné, Cyril. Pour l'instant, tout reste un petit peu cloisonné. Et quand on voit cette histoire de formation, par exemple, sur les bibliothèques, on voit qu'on a le conseil départemental d'un côté, la direction des affaires culturelles de l'autre. Qui fait quoi? C'est compliqué, en fait. Au final, les agents, ils sont quand même un peu seuls sur le terrain face au public. Je parlais de l'ESR parce qu'en Normandie, on a Média Normandie, le CRFCB, donc je ne sais pas comment c'est dans votre région, mais ils proposent vraiment beaucoup de formations, pas seulement pour les universités, mais aussi pour les bibliothèques territoriales, et ils font un gros travail au niveau de l'EMI. Donc nous, au niveau de formation, nous, c'est en Normandie. Je vois qu'il y a une main là-bas. Les CRFCB, c'est par définition régional, donc il y a des axes qui sont identifiés, dont celui-ci. Après, juste pour préciser aussi, le ministère de la Culture soutient financièrement un certain nombre d'associations, comme je l'évoquais tout à l'heure, dont les missions sont aussi de faire de l'action sur les terrains et aussi de faire de la professionnalisation autour de ces questions. Donc mais on voit qu'il y a quand même on voit une sorte de comment dire, c'est un peu une peau de léopard, le MI, et il y a beaucoup d'acteurs. Tout le monde travaille bien ensemble. Quand on travaille bien ensemble, ça se passe hyper bien, c'est hyper vertueux, hyper productif. Mais peut-être que c'est aussi une question politique, de leadership sur cette question de l'éducation aux médias, et que pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas encore vraiment qui le porte, quoi. En tout cas, sur le terrain, tout le monde le porte. Et le porte, ça, on est d'accord. Et là, sur le terrain, il n'y a pas ces frictions-là. J'ai vu qu'il y avait une main qui s'était levée. Oui, pardon, monsieur. Je veux juste dire, il y a aussi la structure Image en bibliothèque, qui a pour mission de rayonner sur tout le territoire. Image en bibliothèque, oui. Moi, je travaille occasionnellement pour eux. Mais je sais que les agents, en général, sont plutôt preneurs des formations d'image en bibliothèque. Pareil, mais c'est quoi? C'est une association nationale soutenue par le ministère de la Culture. D'accord, ok. Oui, on voit qu'il y a énormément d'acteurs, en fait. Après, vous avez un site, peut-être vous connaissez, mediaeducation.fr, qui rassemble un petit peu toutes les ressources, et aussi, justement, qui centralise tous les appels à projets, etc. Donc, je pense que là, dans cette salle-là, tout le monde est au courant. Mais voilà, qui avait pour vertu aussi, justement, de concentrer, de rassembler toutes ces informations. Parce qu'il y a effectivement une déperdition d'informations aussi. J'ai vu une autre main se lever, pardon. Oui, madame.
Moi, je m'appelle Dominique Florin et je fais partie de la Fédération de l'audiovisuel participatif, Ah oui. qui est un des acteurs labellisés pour l'éducation média Tout à et fait. l'information. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est dans les projets qui sont menés, comment justement s'articule le travail des bibliothèques qui sont plutôt institutionnelles au niveau local et le travail des associations, puisque l'équilibre que vous évoquiez a été travaillé aussi avec le réseau Hémicycle dans les Hauts-de-France, où il y a un gros travail de mise en relation des acteurs. Et nous, au niveau de notre fédération, on a une subvention du ministère pour travailler à l'évaluation justement de la manière dont on travaille sur le terrain, pour après montrer quelles peuvent être les expériences vertueuses pour travailler ensemble. Parce qu'on l'a dit, question de moyens, la mutualisation, ça peut être aussi un... Mais comment vous voulez... Oui, ça peut avoir du bon, mais votre question, c'est comment on fait pour savoir avec qui mutualiser, qui fait quoi pour pouvoir faire au mieux. C'est ça, quel est le meilleur réseau? Qui peut influencer une telle mise en réseau? Ouais. Parce que non seulement c'est des acteurs qui fonctionnent un peu à la verticale, enfin, chacun dans son silo. Mais au niveau local, bien sûr. Le département, mais il y a des médiathèques qui sont sur les agglos, il y a l'action de la région. Nous, on est soutenu évidemment au niveau local par la DRAC sur les questions de EMI et du fonds de soutien. Donc il y a plein de comme ça Oui, c'est ce qu'on on a vu ça. Ouais. Donc comment en fait, qui doit finalement un petit peu impulser le réseau, on va dire. Cyril, à l'échelle d'une région. Nous justement, à l'échelle de Centre Val de Loire, je continue ce qu'a fait Benoît Le Serre avec l'idée d'avoir, il y a un peu Hémicycle en tête, il y a les Hauts-de-France qui sont en tête pour nous en Centre Val de Loire. Donc l'idée c'est qu'on impulse au niveau de la DRAC en s'appuyant sur les structures locales, donc notamment le Club de la Presse et puis vous notamment. Après, il arrive un moment dans mes expériences passées, parce que moi je suis pas un produit du ministère et de la DRAC. Moi, comme j'ai dit, je viens de l'exploitation cinéma, et d'ailleurs vous avez un super cinéma Hérouville-Saint-Clair qui a fait des images. Moi j'ai une expérience d'administrateur à l'Association française des cinémas d'art et d'essai, l'AFCAE. Et on n'a pas trop attendu que le ministère ou que le CNC nous propose des choses tout le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pris notre bâton de pèlerin et puis on est allé se voir les uns les autres et on a travaillé sans attendre d'une tutelle. Bénévolement, en faisant des actions de terrain, on a mené, moi j'ai mené des actions territoriales en Auvergne-Rhône-Alpes, des grandes rencontres avec des associations territoriales autour des questions propres au cinéma à l'époque, avec l'invitation à des élus, à des tutelles, pour qu'on comprenne quel était l'écosystème, comment ça fonctionnait. À un moment donné, il ne faut pas non plus toujours attendre du descendant, je pense. C'est un peu étrange que la DRAC dise ça, mais je pense qu'à un moment, il ne faut pas attendre que tout descende d'en haut. Il faut aussi s'emparer de ces questions-là à son échelle. Et le réseau, et je pense que le premier maillon, ce réseau local, hyper local, qu'en plus vous maîtrisez, c'est-à-dire que nous on n'a pas cette vision-là aussi fine du territoire. On connaît beaucoup de monde, on comprend les enjeux, mais ce réseau territorial aussi fin, c'est vous qui l'avez. Donc c'est le premier maillon à mettre en œuvre, à déclencher, pour le faire grossir ensuite et le développer. Je pense que c'est assez important d'avoir cette vision-là. Valérie, oui. Avec la bibliothèque centrale, bien entendu. Centrale dans ce dispositif, dans ce réseau, je pense. Vraiment. La bibliothèque au centre du réseau, oui. Pardon, oui. Mais effectivement, en Normandie aussi, il y a la DRAC qui impulse donc un réseau. Donc il y a le réseau Noémie, EMI en Normandie. Mais je pense que c'est l'EMI, mais comme tous les projets, c'est aussi des histoires de rencontres, c'est aussi des histoires de relationnel. Voilà, si on a envie de travailler ensemble sur un même sujet, on va être plus créatif, on va avoir envie d'aller plus loin. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas forcément attendre la création de réseaux. À notre échelle, sur notre territoire, il faut aller à la rencontre des associations, des autres structures. Et puis, voilà, si on a envie de travailler ensemble, on va travailler ensemble et on va trouver les moyens humains, en tout cas, de le faire. Merci. Oui, on est toujours plus intelligent à plusieurs.
avant parce qu'il nous reste 20 minutes, j'aurais voulu juste qu'on parle justement du contexte de grande tension informationnelle dans lequel on vit maintenant. Et donc, je vous ai remis le manifeste donc décidément de Timothy Duquesne, qui n'est pas là, mais qui est quand même vachement présent avec nous. Donc, atelier Avenir des pixels. Mais je trouve que c'est intéressant. Je vais lire le début, mais juste peut-être... Est-ce que tout le monde voit? Moi, je vais quand même lire le début. Les médiathèques aident les citoyens à s'informer, à connaître leurs droits, à mettre l'actualité en perspective. Ce sont des lieux de partage de connaissances, d'apprentissage, de découverte, de discussions paisibles, à l'opposé de la fièvre qui s'empare trop souvent des réseaux sociaux. S'y croisent et s'y côtoient des personnes de tous âges, de toutes origines et de tous milieux sociaux, des gens qui y cherchent la solitude et des gens qui cherchent justement à ne pas être seuls. Ce sont des refuges précieux qui incarnent la liberté, l'égalité et la fraternité. Les choix des œuvres, documents et ressources proposés au public ne sont pas le fruit d'un tri algorithmique. Ils sont effectués par des équipes impliquées. Là, on rejoint ce que Bettina et Valérie disaient dans les deux sens. Contrairement à ce que pratiquent les principales plateformes, nos consultations n'y sont pas analysées et n'y sont pas monétisées. C'est important. Donc après, il explique pourquoi son association est un partenaire des médiathèques. Mais je trouve que ces quelques mots posent assez bien quand même finalement les enjeux et l'espace. Et donc, il nous invite à réfléchir à notre résilience informationnelle par rapport à ce qu'on traverse aujourd'hui en termes d'attaque sur l'information, sur les faits, sur la liberté, pas la liberté d'expression, mais plutôt la liberté d'informer et la liberté de s'informer. J'aimerais bien peut-être justement, qu'est-ce que ça vous évoque aux uns aux autres, ces mots et le rôle que les médiathèques et les bibliothèques et ce réseau très fin, ce maillage très serré du territoire, 15 500 médiathèques et bibliothèques, on le rappelle, donc on a 36 000 communes, donc ça, vraiment personne n'est laissé sur le côté par ce réseau. Est-ce que vous voulez nous dire un mot par rapport à ça, peut-être, Valérie, si ça vous inspire, ou Sophie? Peut-être compléter ce texte par quand même rappeler que la loi bibliothèque de 2021, qui repose bien aussi ses fondements sur... je pense que... qui reprécise bien que c'est un lieu... d'accès, mission égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, mais qui rappelle aussi la question de la liberté, de la gratuité d'accès aux bibliothèques, qui réaffirme le principe de pluralisme et de diversité des collections. Donc je pense que c'est important dans le contexte actuel. Ensuite, qui développe un certain nombre. Donc je pense que c'est vraiment important de rappeler que cette loi, elle a quand même... ça a été un grand pas pour les bibliothécaires, puisqu'elle fonde vraiment ce que sont les bibliothèques et elle les protège de ce point de vue-là. Juste avant de passer la parole, mais c'est vrai que moi, en tant que je suis la seule journaliste autour de cette table, mais je ne suis pas la seule dans la salle, mais c'est vrai qu'en tant que journaliste, les bibliothèques, les médiathèques, pour nous aussi, c'est une super vitrine, on va dire, du travail de la presse, dans un contexte où la presse n'est pas achetée et où, effectivement, vraiment, c'est un très petit public qui achète le journal. Donc, c'est vraiment pour nous très, très important de pouvoir avoir cet accès libre, gratuit à une presse plurielle. Et j'ajouterais juste autre chose, mais j'ai oublié le fil de ma pensée. C'est pas grave, c'était pas très... oui, alors, il y a juste des mains qui se lèvent. Je voudrais juste donner la parole à la table et puis ensuite on réfléchit à cette question ensemble. À Sophie. Moi, ça m'évoque deux choses. À la fois, par rapport au réseau, qui effectivement, c'est le commentaire suivant efface le commentaire précédent, etc. Donc, pour moi, les bibliothèques, et comme le journalisme, c'est le temps long qui prime. Donc, voilà, le temps qui permet la réflexion, qui permet d'approfondir sa pensée. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, face à toute cette information-là aussi, dans notre projet avec Timothy, dans notre programme Hémisphère, c'était aussi de montrer les belles choses qu'il y a sur Internet, ce qu'on appelait les pépites. Et c'était important aussi de ne pas...
rajouter à l'ambiance lourde, anxiogène, etc. Effectivement, nous, c'était aussi d'apporter un peu de recul et de faire découvrir donc les pépites qui sont à notre disposition gratuitement. C'est important de ne pas alimenter toujours un discours de critique du numérique, surtout si on veut toucher des publics qui s'informent uniquement via les réseaux sociaux. Il faut aussi comprendre les pratiques, partir de là pour mieux proposer, mais peut-être promouvoir justement un usage utile, hein, c'est ce que vous disiez, utile et éclairé de ce numérique. Cyril ? Oui, pour compléter, il y a un réseau de... Je pense qu'on a quand même la chance en France d'avoir ce réseau de bibliothèques, mais plus largement de réseaux de lieux culturels sur l'ensemble du territoire, parce que il y a aussi tout ce qui est théâtre, tout ce qui est cinéma, etc., qui sont très importants et avec lesquels le travail est possible en permanence. Rappelez qu'on a aussi la chance d'avoir en France des médias indépendants, mais des médias d'État qui font un très bon boulot, que ce soit Radio France ou France TV, quand même font un gros travail sur ces questions. Je pense que médias d'État, moi je dirais médias de service public. De service public, mais cherchez le mot, pardon. J'avais un truc qui... Non, oui, pardon. C'est vrai. Oui, en même temps, on peut aussi assumer, enfin, on est quand même en démocratie, on peut aussi assumer le côté... mais en effet, de service public, pardon, mais qui font un très bon travail et qui sont aussi ressources pour pas mal de structures. Et je pense que ça, c'est important de l'avoir en tête, parce qu'il y a aussi une défiance qui s'est créée vis-à-vis de ces médias parfois, et sans qu'on comprenne trop, sauf qu'on veut trop... sauf qu'on veut vraiment comprendre. Ça, c'est un autre débat. Et puis, sur le numérique, oui, pareillement, il y a aussi, je pense que ça y est, il y a une contre-attaque numérique qui s'est mise en œuvre de gens qui ont décidé de revenir à la réalité, à la vérité. Il y a plusieurs, pas des influenceurs, mais plusieurs groupes de travail qui, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, qui œuvrent actuellement à démonter les mécanismes qui soient cognitifs, qui soient informationnels, et qui font, je pense, qui ont un beau succès. Bon, il y en a un qui me vient un peu en tête facilement comme ça, c'est l'Esprit Critique, bien sûr, qui en plus sont en train de travailler à des outils de compréhension et des outils à destination de tous les publics, justement pour déconstruire des discours et comprendre plus facilement comment cela est mené. Voilà. Clémentine. Oui, juste pour la presse, effectivement, du coup, dans les lieux des bibliothèques, vous pouvez retrouver donc, les presses, les abonnements et compagnie. Mais en fait, la plupart des bibliothèques, via les bibliothèques départementales, proposent de l'accès à la presse gratuite. Nous, par exemple, on propose à notre réseau de bibliothèques, donc 220 bibliothèques, l'accès à Caféine. Oui, Caféine. Donc vous connaissez tous Caféine. Et donc un accès gratuit. Et je trouve que c'est quand même une vraie chance, parce qu'il y a un choix. Alors là, pour le coup, dans le genre diversité sur Caféine, il y a tout. Donc c'est un vrai appui. Et je sais qu'il y a quelques bibliothèques départementales qui, en raison de coupes budgétaires, ont dû renoncer à cette ressource en ligne. Donc profitons-en et mettons-la en avant. Est-ce qu'il y a une menace sur les bibliothèques et les médiathèques aujourd'hui en France ? Elles sont 15 500. Est-ce qu'il y a une menace qu'il y en ait moins, à force d'avoir moins de moyens ? Est-ce que c'est une question ? Pardon. On l'espère pas. Non. Non. Je sais pas. Non, je l'espère pas. Hein. Après, oui, c'est vrai que tout dépend des choix politiques. Moi, je vais parler à notre échelle, mais c'est vrai que dans nos petites communes, parce que j'ai eu le cas dans une commune, une équipe de 3 salariés, 2 salariés sont partis, on en a remplacé qu'une. Donc, c'est forcément passer de 3 salariés à 2 dans une équipe de 3, l'offre de l'action culturelle n'est pas la même. On réduit la proposition faite au public. Donc, oui, après, mais ça, si on veut dire, ça va peut-être changer encore en mars 2026. Nous, à chaque fois, non, mais voilà, à la taille des communes. Est-ce que c'est une crainte que vous avez, que vous partagez, d'un amoindrissement de l'offre S'il y a des coupes budgétaires, il faudra faire des choix. Donc après, est-ce que c'est moins d'action culturelle ? Est-ce que c'est moins d'ouverture au public ? Est-ce que c'est moins de collections ? Mais on ne pourra pas poursuivre
tout ce qu'on fait actuellement s'il y a des coupes budgétaires, même s'il y a des très bonnes volontés. Et... Quels sont les moyens on va reprendre le début de levier. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour... qu'est-ce qui est possible de mettre en place pour essayer de tenir en fait dans cette tempête, hein, Alors, représentant le ministère, je vais nuancer un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui sont maintenus. Alors, on a évoqué tout à l'heure qu'on n'avait pas encore une visibilité complète sur les arbitrages budgétaires. Mais enfin, il y a la DGD, il y a les contrats départementaux de lecture, il y a les CTL, contrats territoriaux de lecture. Voilà, il y a quand même différentes formes de contractualisation. Il y a des programmes comme Première Page qui sont des aménagements, des soutiens aux politiques de développement de la lecture auprès des tout-petits, etc., etc. Enfin, ce que je veux dire, voilà, c'est que quand même, on s'appuie quand même sur un socle avec des soutiens financiers, des contractualisations avec, à l'échelle soit des villes, soit des départements, voilà, qui soutiennent le fonctionnement des bibliothèques. Après, voilà, je le rappelle, les bibliothèques territoriales relèvent des compétences territoriales, et en effet, mais ce sont des compétences obligatoires. Hein. Non. Le département de l'Hérault, au niveau les bibliothèques départementales sont une compétence obligatoire des départements. Les bibliothèques municipales ne sont pas une compétence obligatoire des communes. On est d'accord. Et alors, les bibliothèques départementales, il y en a une par département. Le grand maillage des bibliothèques en France, c'est quand même les bibliothèques municipales. Enfin, on est d'accord. Merci. On a posé pas mal de questions. Oui, madame. Intervenir quand même sur l'équité rurale. Oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses, effectivement, là sur le tour. Vous allez dans le sud du département. C'est très difficile pour eux. Il y a des actions locales, effectivement. Il faut faire des projets, mais il y en a un dans l'année. Et puis, au niveau des actions, par exemple, moi, je fais des parenthèses. Qui est dans le public? Pas n'importe qui. Pas les petites CSP. Ils ne sont pas là. C'est des personnes qui sont déjà cultivées, qui viennent dans l'espace. Même chose sur la nuit de la lecture. La même remarque. Au niveau du public CSP, pas les mêmes personnes qui viennent. Sur ces aspects-là, justement, nous, dans l'appel à projet, on sera aussi vigilants à l'équité territoriale, bien entendu, parce qu'on sait très bien que les grands centres urbains attirent plus facilement les moyens et les intervenants, par exemple, parfois. C'est plus simple d'organiser des choses à Tours, évidemment, qu'à Aigurande, par exemple, sur le territoire. Je vous laisserai chercher où se trouve Aigurande, parce qu'on est dans une ruralité vraiment très profonde, mais qui nécessite aussi une action. Et puis je pense que le ministère l'a quand même bien compris. Hein. Sur certains aspects, je peux vous dire que ça a été entendu. Le printemps de la ruralité est quand même là pour aussi soutenir une partie des actions. Maintenant, après, sur l'aspect public, justement, là, moi, je peux pas me départir d'une réflexion qui est que ça appartient au travail de finesse dont je parlais avant. C'est que ça rejoint le travail des acteurs du territoire que d'aller chercher des publics qui ne viendraient pas naturellement. Nous, on ne peut pas le faire. En tout cas, nous, la DRAC, on ne peut pas aller chercher les publics pour vous. Ça, c'est une évidence. Et pareillement, je vais reparler d'expérience personnelle. Dans le domaine du cinéma, on a fait un travail sur l'ensemble du territoire français avec le CNC pour la création de postes de médiateurs. Pour ça, et cette création de postes, ça a été de créer des emplois qualifiés, donc des formations qualifiantes fortes pour avoir des personnes en médiation très compétentes, ce qu'a aussi fait le réseau de bibliothèques, puisqu'on a aussi des gens en médiation très... et c'est ce travail-là qui doit être vraiment mené dès la pensée du projet, en fait. C'est comment aller chercher un public non captif, et pas forcément un public empêché, vers tout ça. Mais ça, c'est un travail de terrain, c'est... Je veux dire une grosse bêtise que j'ai déjà entendue ailleurs, mais qui en même temps, moi, me semble importante parce que, pareil, je suis passé par là aussi.
c'est aller sur le marché du samedi matin ou du mercredi matin avec ses flyers, avec ses envies et passer un peu plus de temps sur le marché pour convaincre autour de soi. Et je pense que ça c'est nécessaire. Bonjour. Pour revenir en fait, sur les 3 dernières interventions, à peu près, qui parlaient de 15 500 bibliothèques, en fait, on est tous d'accord pour dire que c'est le maillage culturel le plus développé en France. Par contre, effectivement, il y a une grosse disparité entre les très grosses bibliothèques qu'on peut trouver à Paris, même les BDP ou dans les grandes villes, les bibliothèques municipales comme l'Ariadec, qui ont des moyens plus importants qu'une bibliothèque municipale classique. En fait, pour moi, le vrai point d'action, c'est comment on aide justement ce maillage, cette petite bibliothèque municipale. Souvent, c'est 3 volontaires, 3 bénévoles, ou une secrétaire qu'on a récupérée, qu'on a mis à une bibliothèque. En fait, c'est des personnes qui n'ont pas forcément des compétences de EMI. Et du coup, comment on accompagne pour développer des actions de EMI dans cette structure-là? En fait, pour moi, c'est le rôle des grosses structures ou des BDP, justement, de proposer des contenus, d'être capable d'influer sur le territoire et justement de créer du lien avec les structures. Il y a des problèmes de formation, c'est le tour de bibliothèque départementale et donc c'est le rôle des grosses. Bibliothèque de prêt. Bibliothèque de prêt. Un package de contenu, de formation, etc. disponible, un peu comme fait les cibles, comme fait le ministère aussi, et justement de créer une coordination entre tous ces points. Mais est-ce que vous n'avez pas... Enfin, moi, je me fais faire après l'avocat du... Enfin, bref, la contradiction, c'est que est-ce qu'il ne va pas y avoir après des gens sur les territoires qui vont dire oui, mais nous, on ne veut pas avoir des projets descendants qui viennent justement de la bibliothèque départementale? Non? Il faut... Ouais. D'accord. Bon, oui, ça dépend comment c'est présenté. Mais l'exemple de... Je ne sais pas si vous étiez là, mais l'exemple de Colombelle... Ah ben non, mais on a beaucoup parlé de cet exemple-là, qui est vraiment exactement ce que vous dites, en fait, aussi. C'est vraiment quelque chose de... Voilà, une mutualisation des moyens, des envies, des énergies, des compétences qui fait qu'on fait des actions d'envergure, y compris dans des médiathèques, dans des villes de 7000 habitants. On n'est pas sur la grosse bibliothèque de Paris 15, quoi. Et juste par rapport au public, du coup, nous, on n'est pas en milieu rural, mais on est... mais c'est un peu les mêmes... parce qu'il n'y a pas de mobilité. Les gens, ils ne vont pas à Caen. Hein. Et en fait, la bibliothèque, c'est le seul... et la microfolie, c'est les 2 seuls lieux culturels de la ville. Et vraiment, c'est très repéré, mais aussi parce qu'on est plus qu'une bibliothèque, on est un lieu de vie. Et vraiment, les enfants, ils viennent, ils ont entre 4 ans et 12 ans, ils viennent sans leurs parents. Et donc, il y a les catégories socio-professionnelles. Ah oui, oui. Bah, c'est en QPV. Et vraiment, mais on fait un gros travail de partenariat avec tous les acteurs et vraiment, et même ça cause d'autres problématiques de cohabitation des publics. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je pense vraiment que c'est à l'échelle du territoire qu'il faut le travailler, cette participation des habitants. Et la question je te donne juste la parole après, mais la question aussi de la forme de l'offre est très importante. On parlait des jeux, on parlait de s'adapter aux pratiques pour proposer quelque chose qui soit attractif, en fait. Et effectivement, il faut aller chercher, je suis bien d'accord, il faut aller chercher les publics, surtout le tout public, il faut aller vraiment le chercher, mais il faut vraiment se coller aux pratiques et aux acteurs au plus près du terrain pour proposer des choses qui vont être attractives. Mais c'est pas évident, c'est pas facile, vous avez raison. Bettina, oui, vas-y. Moi, je pense que dans le cadre de résidences de journalisme, moi, j'en ai mené quelques-unes. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi rajouter aux objectifs de ces résidences, peut-être justement de renforcer ce réseau avec tous les acteurs locaux, notamment sur des périodes, sur des résidences qui durent 4 mois. On a le temps en fait de rencontrer plein de monde. C'est ce qu'on fait notamment dans le cadre du CLEA, contrat local d'éducation artistique. Il y a toujours au tout début de la résidence une rencontre avec tous les acteurs territoriaux. Là, on rencontre, voilà, par exemple, j'ai rencontré Karine Barbier, prof de CM1, CM2. On a monté un projet ensemble sur la base du volontariat, mais ça peut être aussi un des rôles des journalistes. Alors, il faut avoir aussi envie de faire ça, et c'est peut-être un petit peu à côté de l'éducation média stricto sensus, mais renforcer ce réseau au niveau local, on a le temps de le faire, franchement, pendant les résidences. Et voilà. Et en plus, il y a la compétence la compétence du journaliste aussi en termes de communication peut faciliter cette mise en réseau, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi.
sur le maillage des bibliothèques, ça existe, mais en fait, moi, je travaille souvent avec d'autres acteurs qui n'ont rien à voir. Par exemple, des maisons famille et solidarité pour toucher des bénéficiaires du RSA. Donc, il faut vraiment, par contre, une grande communication de la part des personnes qui organisent la résidence pour que tout le monde soit là le jour de la rencontre et que là, les échanges se mettent en place. Oui. Rebondir là-dessus, bien penser que il y a des publics qui ne se sentent pas légitimes à venir dans un moment culturel, dans une institution culturelle. Il y a des publics qui pensent qu'ils n'ont pas le droit d'y aller, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas les bagages, parfois, culturels. Et justement, je dis ça parce que c'est quelque chose qui est revenu dans la réunion des microfolies qu'on a eue dernièrement en Centre Val-de-Loire, où voilà, les médiatrices et médiateurs qui étaient là, qui parlaient de leurs expériences, expliquaient qu'ils étaient très contents d'avoir cet outil, parce que ça permettait de faire venir finalement des gens qui n'osaient même, qui sont pourtant à 1 heure de train de Paris, et qui n'osent pas aller à Paris dans des musées. Parce qu'ils se sentent pas, voilà, ils se sentent pas autorisés à se rendre à Paris pour faire ça, pour ce genre de manifestation. Donc oui. Et il y a aussi l'aspect financier. Je suis d'accord qu'il y a aussi l'aspect financier, mais l'aspect financier, ça dépend. Il y a de tout. Mais je suis d'accord qu'il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect culturel. Il n'y a pas que l'aspect financier. Allô ? Oui, je pensais que ça. Non. Oui, juste pour compléter, mais à Paris, donc moi je suis de Paris, et on travaille avec Bibliocité, qui est le réseau des bibliothèques de la ville de Paris, qui fait un gros travail d'éducation média. Et on avait l'année dernière fait une résidence de journalistes dans une médiathèque du sud du 13e, vraiment à la porte vers le périph'. Et en fait, ils étaient passés, la responsable de la résidence était passée par les clubs de sport du 13e pour toucher justement plein de gamins. Et l'idée, c'était de faire des podcasts sur le sport et les discriminations. C'était au moment des JO. Et ça a été vraiment chouette, quoi. Et c'est vrai que voilà, ils se sont passés par tous les clubs de sport. Et en fait, tous ces gamins n'avaient jamais mis les pieds à la médiathèque. Ils ont tous pris leur carte. C'est quand même génial. Ils sont tous repartis avec un bouquin sous le bras. C'était quand même pour préparer leurs interviews des sportifs et tout. C'était quand même assez chouette. Bref, voilà, c'est une petite note d'espoir. Il y a encore une main qui se lève, mais il est temps de terminer. Allez-y très rapidement, oui. En fait, à l'écoute de la table ronde, en fait, je trouve que c'est quand même un petit peu inquiétant parce qu'en fait, vous parlez de tempête quand même de la période actuelle. Madame, en fait, vous parlez de privilégier la mutualisation et le regroupement des acteurs culturels parce que en ce moment, on a peut-être un petit peu moins de budget. Le projet qui a été primé, qui a l'air super, en fait, a été énormément accompagné par la DRAC. Monsieur de la DRAC dit que il n'y a pas de financement, on ne sait pas comment on va faire pour les appels à projets. Quelle est votre question ? Et ma question, c'est moi, j'aimerais m'engager dans l'EMI. Vous êtes un acteur bibliothèque, médiathèque aussi ? Non, en fait, je suis plutôt côté culturel. Je suis réalisateur radio, mais en fait... Ok. Être intervenant, quoi. Partie d'une formation que j'envisageais peut-être de faire. Super. Et je me dis, mais pourquoi, en fait, pourquoi la faire si, visiblement, c'est peut-être quelque chose qui est sacrifié aujourd'hui, qui ne tient bien pas plus tard. En fait, non, mais c'est une vraie question, en fait. Là, oui. À l'écoute de la table ronde, on a un peu, en ce moment... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui ont envie d'accompagner les médiathèques et les bibliothèques dans leur désir de développer de l'éducation aux médias quand on... Voilà. Attention, quand je parlais de l'aspect financier, je n'ai pas de nouvelles pour l'instant. Le budget a été validé par le gouvernement il n'y a pas très longtemps, mais on n'a toujours pas les notifications. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas combien on peut engager et comment. C'est plus compliqué que ça dans le sens où c'est un budget global, en fait, et l'EMI est inclus dans un budget dédié important qui va être forcément en baisse. Néanmoins, je l'ai dit au début, l'idée, c'est de maintenir les niveaux de financement de l'EMI à ce qui a été fait en 2024, en tout cas pour la région Centre-Val de Loire. C'est un objectif qu'on essaie de se fixer, sans aucune garantie, bien entendu, parce que tant que nous, on n'a pas les informations, pour le coup, de cette fois-ci descendantes, là, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Et Non, j'ai rien là-dessus. Pour tout vous dire, les bruits de couloir, c'est 15-20% de baisse des budgets culture sur une partie des budgets de... C'est nous qui négocions en interne le budget qu'on veut mettre sur quel dispositif. Moi, j'en ai plusieurs entre les mains.
et notamment le EMI, mais c'est technique, mais c'est ce qu'on appelle le BOP 361. C'est un budget dédié dans lequel on rentre, et dans ce budget 361 est sous-divisé en plusieurs actions qui elles-mêmes sont sous-divisées en sous-actions, et le EMI est une de ces sous-actions, action 2, sous-action 28, je crois, enfin bref. Et c'est là-dedans où, dans ce grand BOP-là, il y aura des baisses budgétaires forcément, mais l'idée, c'est de cibler ce qui doit être baissé et de garder ce qui doit être gardé au maximum. On sait que certains dispositifs qui ont eu lieu depuis plusieurs années vont peut-être disparaître, mais pas le EMI. Je pense à un été culturel, il y a de fortes chances qu'un été culturel soit terminé et disparaisse. Mais ça, c'est des questions internes. Mais comme je l'ai dit, les appels à projets vont être lancés dès qu'on a les notifications. On lance les appels à projets avec notamment en ligne de mire les résidences de journalistes et les actions telles qui ont été menées avant, mais en s'inspirant de tout ce qu'on a entendu ce matin, parce que c'était hyper intéressant d'avoir toutes ces informations, et je vous remercie, moi, pour le coup. Je remercie les assises du journalisme. Moi, je fais très vite. Il n'y a pas que la DRAC et la région qui a de l'argent. Les départements aussi. Moi, le projet qu'on a fait avec Studiosef, on n'a pas fait appel à la DRAC. Studiosef est pas mal subventionné. Pour être franche, c'est 2 000 € le budget. On l'a payé nous-mêmes. On aide, nous aussi, les bibliothèques de notre réseau dans l'action culturelle. On a une partie de subvention. Ça a un petit peu baissé, mais franchement, pour le moment, on est pas mal pour 2025. Donc, si vous faites appel à une bibliothèque et qu'ils n'ont pas le budget, ils peuvent demander à leur bibliothèque départementale une aide. C'est une aide de 50 à 60%. Donc, faut voir. Mais voilà, il n'y a pas que la DRAC non plus qui a de l'argent. Il y a les agglos, les sources de financement, c'est sûr qu'il y en a plein. Après, comme pour tout, il faut effectivement on passe beaucoup de temps à chercher des financements, à remplir des dossiers de sub. Mais il y en a. Après, effectivement, rester en réseau, ne pas rester isolé, c'est important. Penser qu'effectivement décloisonner, sortir des silos, sortir d'une vision purement éducative ou purement culturelle, et vraiment travailler ensemble, c'est plus intéressant. Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre attention. Merci beaucoup à toutes les participantes et les participants et le participant de cette table ronde. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, et puis je vous souhaite des bonnes assises internationales du journalisme, portée par Journalisme et Citoyenneté, une association qui met en lien les journalistes, les médias et les citoyens. C'est important de le redire. Au revoir, merci.